9つの巨人の力を継承した者は13年で死ぬ。フクロウはそれをユミルの呪いと言っていた。あたかもユミルの民とは皆一様に見えない何かでつながっていると考えざるを得ない。ある継承者は道を見たと言った。全てのユミルの民はその座標へとつながっている。L'axe, le chemin, l'arbre et la malédiction de Ymir. Aujourd'hui, tout cela n'est plus. Mais laissez-moi tout d'abord vous expliquer en détail ce que ce monde signifie. Un monde où le temps n'a pas lieu et où la vie ainsi que la mort n'existent pas. L'arbre symbolise beaucoup de choses dans de nombreuses cultures. Mais une chose à laquelle je pense en voyant comment Isayama a utilisé l'arbre dans plusieurs chapitres du manga comme symbole est la vie. Et il existe 5 moments principaux dans l'histoire où l'arbre est hautement symbolique. Bien sûr, le chapitre 1. Ensuite, nous avons le chapitre 120, 122, 137 avec le flashback de Armin, et enfin le chapitre final, le 139. Le parallèle entre le chapitre 1 et le chapitre 139, avec Eren reposant sous cet arbre, symbolise à mes yeux le début et la fin de sa vie, son histoire et son parcours. Dans la trame de fond d'Ymir, à l'intérieur de cet arbre, il y a quelque chose que Sig a appelé la vie, et Kruger a décrit comme la source de toute matière vivante. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres choses que l'arbre représente, en particulier l'arbre de vie, un symbole présent dans de nombreuses cultures. Mais il y a 2 de ces significations de l'arbre de vie qui se connectent magnifiquement à l'attaque des titans. Le premier est une connexion à tout. En effet, dans l'attaque des titans, tous les chemins convergent vers l'axe, et cet axe n'est autre que le titan originel. Le deuxième sens est immortalité et renaissance, et je pense que cela se connecte à Eren et Ymir, montrant une fois de plus leur parallèle ainsi que leur contraste. Bien que Ymir ne renaisse pas, seule sa conscience a obtenu l'immortalité, jusqu'à ce qu'elle soit libérée 2000 ans plus tard. Eren au contraire renaît et son âme se réincarne dans un oiseau symbolisant la liberté. Et l'une des choses que j'aime le plus dans le manga est la façon dont Isayama traite des thèmes tels que le sens de la vie et de la liberté. Il utilise certes plusieurs symboles, mais les principaux sont un arbre et un oiseau. 2 symboles qu'on voit au tout début et à la toute fin. Avant de finir son œuvre, Hajime Isayama avait promis de répondre à toutes nos questions. Absolument tout le monde s'attendait à ce qu'on ait la conclusion du développement de Eren, mais aussi celui de Historia avec le bébé qu'elle venait d'accoucher. Cependant, avec ce chapitre 139, on a eu certes des réponses, mais celles-ci ont engendré beaucoup de nouvelles questions qui n'auront malheureusement pas de réponse vu que Shingeki no Kyojin est désormais clôturé. Peut-être qu'on aura des réponses à la sortie du tome 34 vu que Isayama a décidé d'ajouter des pages supplémentaires. Pour l'instant, nous ne savons pas. Et j'ai une question à vous poser. À votre avis, est-ce une raison valable pour venir se plaindre et demander à Isayama d'absolument tout expliquer? Pas vraiment. L'auteur est très intelligent et ça, personne ne peut le contredire. Et en nous offrant une fin pareille, il nous laisse à nous lecteurs la liberté de donner nos propres réponses. Mais pour les trouver, il faut chercher plus loin et il faut pousser sa réflexion au maximum. Chose que malheureusement beaucoup de personnes n'arrivent pas, ou je dirais plutôt ne veulent pas faire. Nous sommes tous habitués à lire des mangas où nous avons la plupart du temps des réponses à nos questions. Du coup, c'est devenu une habitude et avec le temps, on est devenu habitué à ne pas faire d'efforts supplémentaires vu que tôt ou tard, nous aurons tout dans un plat. Là où l'attaque des titans diffère des autres mangas en général est dans ses subtilités et donc ses réponses cachées. Il ne faut pas tout simplement se limiter à un chapitre 2 pour faire l'analyse de la chose. C'est l'erreur à ne pas commettre en lisant SNK. Et une des questions majeures qui se pose avec ce chapitre 139 concerne le personnage de Historia. En fait, sa grossesse avait une grande signification. Et ce qu'Eren a voulu confier à Historia était le futur d'Eldia suite à tout ce qui s'est passé. Après la mort d'Eren, Historia aura le rôle clé pour protéger Reiner, Jean, Connie et compagnie. Car s'il n'avait pas vécu, Armin et les autres n'auraient jamais pu retourner à Paradis 3 ans plus tard. Et rappelez-vous, au chapitre 131, lorsqu'Eren commençait à se rappeler des différentes discussions qu'il a eues avec différentes personnes, notamment Historia, lorsqu'il lui a parlé de son plan, qui n'est autre que le grand terrassement, Historia a été horrifiée par cette idée. Ensuite, elle lui a demandé si c'était une bonne idée de tomber enceinte.
L'idée ne lui déplaisait pas, elle voulait tomber enceinte, elle voulait avoir un enfant. Et il est très normal de se poser la question après avoir vu son expression faciale au chapitre 107, comme si l'idée lui déplaisait et comme s'il n'était pas heureuse de tomber enceinte. Mais le chapitre 139 vient démentir tout cela. 3 ans plus tard, Historia est une maman très heureuse. Oui, l'idée de tomber enceinte lui plaisait. Et donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi Historia avait eu une telle expression faciale au chapitre 107. Eh bien, c'est très simple. Elle savait les sacrifices qu'Eren devait faire. Elle savait que c'était une solution horrible, mais il n'y avait malheureusement pas d'autre moyen. Historia est la reine d'Eldia. Elle refuserait de sacrifier son peuple en se fiant au plan de Sig qui consiste sur l'euthanasie générale du peuple eldien. Elle avait donc accepté le plan de Eren, aussi horrible soit-il, afin de protéger, en tant que reine, son peuple. Quand l'un tient la mort dans ses bras, l'autre tient la vie. Le côté de ce qui nous est précieux est symbolisé dans ces deux cas de figure. La mort est remplacée par la vie, par l'avenir incarné par l'enfant. Là où on comprend que le sourire dessiné sur le visage d'Historia n'a pu exister que grâce au sacrifice, et qu'au-delà de cet enfer, il y a toujours de l'espoir. Et il est clair que son enfant dont le prénom nous est toujours inconnu a le fermier pour père. Désormais, Historia n'est plus seulement une reine, et son nouveau devoir sera de réussir là où sa mère a échoué. «君にはエルヴィンの命と巨人の力が託された。誰に何と言われようと、君はもうそういう存在なんだ、アルミン。勘違いするな。お前じゃエルヴィンの代わりにはなれねえ。Ce n'était pas un simple hasard, mais Angie avait raison. Armin porte l'âme du Major Erwin Smith en lui. Le même regard et la même coupe. Armin Arlerk n'a jamais été physiquement doué. C'est quelqu'un d'intelligent et de très stratégique. Beaucoup de personnes remettent en question le développement de Armin aussi, puisque dans un précédent chapitre, il était horrifié par le grand terrassement et voulait que tout s'arrête. Mais dans ce chapitre, bizarrement, il remercie Eren d'avoir fait tout cela pour eux, comme s'il aimait l'idée du grand terrassement et de l'anéantissement de 80% de la population. Mais attention, c'est là où on tombe dans le piège. Il faut que vous preniez en compte toutes les réactions d'Armin à chaque révélation choquante de Eren. La première étant que 80% de la population a été tuée, et la deuxième sur le fait que Eren a laissé faire le titan de Dina ce jour-là. Armin à ces deux moments précis était très choqué, et on peut très bien remarquer qu'en aucun cas il se réjouit de tout ce qui s'est passé seulement parce que c'était pour leur bien et le bien des Eldiens. Non, le merci d'Armin était là pour apporter la tranquillité d'esprit à Eren afin qu'il repose en paix. C'était l'acte ultime de gentillesse d'Armin pour son meilleur ami. Il voulait que Eren se sente bien et qu'il se dise qu'il a quand même réussi à offrir un meilleur futur pour ses amis, même après avoir sacrifié des millions de vies innocentes. Il voulait lui enlever toutes les mauvaises pensées qui le hantaient psychologiquement avec un simple merci. Car oui, vis-à-vis de lui-même, Eren n'a fait que du mal. Un mal qui n'arrive pas à justifier, et c'est normal. Aucun mal ne peut être justifié. Et Armin n'était pas là pour le faire. Il l'a remercié seulement afin de le réconforter. Parfois, les mots sont là pour soigner les mots. Armin a réalisé à quel point Eren était si désespéré, mais surtout perdu quand il devait expliquer concrètement pourquoi il a activé le grand terrassement. Car en effet, tout au long du chapitre, nous nous posions la même question. Pourquoi Eren a activé le grand terrassement au final? Pour lui, c'est tout simplement parce qu'il était né dans ce monde. Comme si son seul et unique but depuis sa naissance était de faire tout cela. Et l'idée ne le réjouissait pas tant que ça. Mais heureusement qu'Armin était là pour lui dire qu'il n'a pas seulement apporté le désespoir, mais il a également apporté de l'espoir pour l'île et pour ses amis. Et qu'Armin lui-même s'assurera que tout ce qui s'est passé ne soit pas vain. Notons ici que nous avons déjà vu ce concept auparavant dans Shingeki no Kyojin. Le concept de reprendre le flambeau et d'empêcher que nos défunts soient morts en vain. Rappelez-vous du discours de Erwin à la saison 3, là où il a expliqué que les efforts et les sacrifices de nos défunts ne doivent pas être considérés comme vains, et que nous devons faire de notre mieux pour prouver que leur vie a une valeur et que leur séjour en ce monde n'était pas vide de sens. Et Levi Ackerman nous le prouve à son tour, et je ne peux vous exprimer les émotions et les frissons que j'ai eu en voyant cette page. Elle contient toutes les émotions nobles et la personnification de la bravoure que personne ne pourrait décrire. Un geste prenant le sacrifice pour le bien de l'humanité, la main sur le cœur pour la loyauté et la dévotion ultime, un adieu dans la gratitude et une larme. Levi voit enfin que les efforts de ses camarades n'étaient pas vains.
Les ailes de la liberté peuvent maintenant se reposer. Le bataillon d'exploration peut enfin trouver la paix. Deux Ackerman, deux forces, mais aussi deux souffrances. Le prix douloureux d'être le plus fort et de perdre les personnes que vous aimez le plus. Levi et Mikasa sont en effet les personnages les plus altruistes. Et grâce à cela, ils ont pu sauver l'humanité. Malheureusement, les conflits et les guerres entre les peuples ne prendront jamais fin, à moins qu'il n'y ait qu'une seule personne au moins sur cette terre. C'était les mots de Erwin Smith. Et oui, les humains ont une mauvaise mémoire et ont souvent tendance à oublier, et cela se reflète dans notre monde, et c'est pour cette raison que les documentaires, les films et les manuels d'histoire sont là pour faire le devoir de mémoire. Il n'y a pas eu le moindre siècle sans la moindre guerre, passant par les invasions et la création d'empires, par la découverte de terres vierges et l'anéantissement presque total, additionné à l'esclavagisme d'un peuple tout entier, des guerres dont le but est d'étendre le territoire et de s'approprier les ressources d'autrui, allant jusqu'à détruire toute une nation sous prétexte d'y faire régner la paix, jusqu'à même créer des armes destructrices, anéantissant tout sur leur passage, faune et flore. Il n'y a que l'être humain pour participer à la destruction de sa propre espèce. Cependant, comme l'a dit Uri Reis, certains miracles peuvent se produire. Lorsque les ennemis deviennent amis, tout devient possible, même avec une simple poignée de main. Certains resteront malgré tout pro-guerre et ignorants, mais d'autres seront toujours là pour s'y opposer. Les guerres ne finiront donc jamais. Et à mon avis, le message de Hajime Isayama avec cette fin, c'est que même avec un génocide où 80% de la population de la Terre y est anéantie, les conflits ne s'arrêteront jamais. Et c'est pour ça que la plupart est dégoûté. Tout le monde s'attendait à ce que le génocide accomplisse quelque chose de grandiose, mais il sert seulement à minimiser les conflits et en aucun cas les arrêter définitivement. C'est réaliste et c'est malheureusement pour ça qu'on n'aime pas. Et je le répète encore, c'est réaliste et personne n'aime ce qui est réaliste. Tout le monde veut. Nous voulons tous un monde utopique, un monde où ni guerre ni haine n'existe, sauf qu'un monde pareil manque un ingrédient très important. Quelque chose pour pimenter cette vie et la rendre moins ennuyante. Quelque chose pour faire la balance. Rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir. Lorsqu'il y a la lumière, il y a aussi l'ombre. Lorsqu'il y a l'amour, il y a aussi la haine. Le bien existe pour le mal et le mal existe pour le bien. Un monde qu'on veut ne peut pas exister, car ce n'est pas la réalité. Un monde qu'on veut ne pourrait jamais exister. Ce n'est pas la réalité. Je viens de le dire, c'est une utopie, c'est un rêve. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas. Et que c'est frustrant parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Et c'est pour cette raison que nous avons tous tendance à haïr notre réalité. Et nous ne voulons pas l'accepter. Mais c'est également pour cette même raison que les rêves existent. Eren, tout au long de l'histoire, fuyait sa réalité pour se réfugier dans son rêve. Et comme le dit la fameuse expression que nous avons tous déjà entendue dans notre vie, remettre le pied sur terre, Eren dans ce chapitre remet enfin les pieds sur terre et voit devant ses yeux le désastre qu'il a engendré, mais qu'il a aussi fui sous la peau d'un jeune garçon symbolisant l'innocence, l'espoir et le rêve. Une analyse extrêmement détaillée sur Eren sera publiée sur la chaîne dans quelques jours et ça sera en quelque sorte la suite de cette review. Donc si vous ne voulez pas la louper, n'oubliez surtout pas de vous abonner tout en activant la cloche. Armin, en disant merci, a donc donné le réconfort dont Eren avait besoin. Même s'il savait très bien au fond de lui que ce dernier n'a pas fait tout cela uniquement pour le bien de ses amis, mais qu'il avait également ses propres raisons à lui. Des raisons qu'Eren lui-même, acteur principal du grand terrassement, ne comprend pas. Oui, Eren lui-même ne se comprend pas. Tout au long de l'arc, Eren se posait des questions, malheureusement sans aucune réponse. Pourquoi vais-je faire tout cela et pourquoi dois-je faire tout cela? Au final, il en a conclu que même si tout cela a été décidé depuis le début, il avait quand même souhaité absolument tout ce qui s'est passé. Il a donc accepté le futur qu'il a vu comme il était. Il a accepté son destin et il a continué d'aller de l'avant afin que tout se déroule comme il l'a vu dans ses souvenirs du futur. Mais donc, la question qu'on se pose, comment pourrait-on oser se considérer libre si nous acceptons notre destin? Accepter le destin est une sorte de soumission à une force divine contre laquelle nous n'avons aucun pouvoir. D'un point de vue philosophique, on appelle cela le fatalisme, notion selon laquelle l'homme ne possède pas la liberté de choix et que tout ce qui devait arriver doit arriver. Le destin est donc la force de ce qui arrive et qui semble nous être imposé sans qu'aucune de nos actions n'y puisse rien changer. En effet, toute l'histoire de l'attaque des Titans devait se dérouler exactement comme nous la connaissons aujourd'hui. Bertholdt et Reiner devaient détruire le mur pour que Dina mange Carla, car si Carla n'avait pas été mangée par Dina, tout aurait été complètement différent. Mais afin que tout se déroule comme prévu, Eren devait sauver la vie de Bertholdt et sacrifier celle de sa mère, car en sacrifiant la vie de sa mère, il pourrait ainsi la venger.
Je suis d'accord avec vous, tout cela aurait pu nous être expliqué d'une meilleure façon dans ce chapitre 139, car une révélation pareille est au niveau de ce que nous avons lu au chapitre 121-122, les chapitres les plus god tier que je n'ai jamais lus auparavant dans n'importe quelle œuvre. Le bémol dans ce chapitre 139 ici est dans son exécution, et il ne faut pas se voiler la face, si l'exécution avait été meilleure, personne n'aurait pu critiquer ce chapitre final. Mais bon, au fond, une grande majorité n'a pas compris le vrai sens de Shingeki no Kyojin, qui est une œuvre abordant beaucoup de thématiques philosophiques différentes. Et si l'on creuse encore plus, nous remarquons que la réponse nous avait déjà été donnée depuis 2013. Oui, depuis le premier ending de l'attaque des Titans, Isayama nous présente la thématique majeure de son œuvre, l'amour. Beaucoup voient ce sujet comme cliché ou simpliste. De toute façon, tu me diras, qui en aura quelque chose à faire de l'amour dans un monde où les humains n'arrivent plus à s'aimer ou à tout simplement chercher à se comprendre? Quelle place à l'amour dans une société où la violence et la haine ne cessent de croître? Peut-être que moi aussi, je ne vois que le côté cruel de ce monde sans m'en rendre compte. Mais dans Shingeki no Kyojin, j'ai vu les deux. Le côté sombre et le côté lumineux. J'ai vu un monde cruel, mais aussi très beau. J'ai vu Eren et Mikasa.海があって海の向こうには自由がある。